Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va pas parler d'une arme ou d'un art martial en particulier, j'avais envie de vous raconter une histoire. Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter l'incroyable histoire de Guy Ier Chabot de Jarnac et en même temps du dernier duel judiciaire officiel de France. Alors Guy Ier Chabot, c'est un gentilhomme de la ville de Jarnac, une ville au sud-ouest de la France. Il est né en 1514 et est le fils du baron de Jarnac. C'est un noble qui vit somme toute une vie tranquille, sans histoire, pépère quoi. Un jour, ce petit chanceux se marie avec une certaine Louise de Pisseleu. Alors oui, le nom Pisseleu, pas très glamour, j'avoue. Et cette femme, elle n'est autre que la sœur de la duchesse d'Étampes. Bon, comme ça, on peut juste se dire que c'est une duchesse, tout ce qu'il y a de plus classique, mais retenez juste que c'est l'une des maîtresses du roi François Ier. Oui, rien que ça. Du coup, par ce mariage et devenant le beau-frère d'une maîtresse du roi, notre fils de baron se voit donc ouvertes à lui les portes de la cour de France. Mais quand tu accèdes à la cour de France, tu accèdes aussi aux emmerdes qui vont avec. Et Guy de Jarnac, il va en avoir des emmerdes. Un jour, on aurait demandé à notre jeune Guy d'où il tenait les beaux vêtements qu'il portait. Et celui-ci répondit tout simplement qu'il tenait une partie de sa bonne fortune à la générosité de sa belle-mère, seconde femme du baron de Jarnac. Sauf que voilà, la cour de France, c'est un petit peu un milieu de langue de pute, et Guy de Jarnac, il va en faire les frais. En effet, ces propos remonteront aux oreilles de Diane de Poitiers, qui n'est autre que la maîtresse du dauphin de France Henri, le futur roi donc. Mais quel est le problème, me direz-vous, parce que finalement il n'a pas dit grand-chose quand on lui a posé cette question. Eh bien, cette fameuse Diane de Poitiers, en fait, elle entretient une rivalité assez forte avec la duchesse d'Étampes, la belle-sœur de Guy de Jarnac. Elle et Henri vont donc prendre les propos du gentilhomme, les déformer bien comme il faut, et feront tourner la rumeur comme quoi Guy aurait avoué entretenir une relation plus qu'intime avec sa belle-mère. Ceci afin de décrédibiliser la duchesse d'Étampes, faisant croire à tout le monde que son cercle familial est rempli de gens avec peu de vertus. Bref, imaginez bien qu'à l'époque, ce genre de propos, c'était super grave. Nous, aujourd'hui, on essaie de décrédibiliser des gens en affichant sur les réseaux sociaux des sextapes d'hommes politiques. Et au XVIe siècle, l'équivalent, c'était de diffuser ce genre de ragot qu'on faisait tourner entre nobles. Bon, du coup, vous imaginez bien que Guy ne va pas du tout, mais alors pas du tout apprécier ces rumeurs qui tournent, et va tout de suite exiger des réparations contre ces diffamations qui entachent son honneur, vous imaginez bien. Sauf que le problème, c'est qu'il peut pas s'attaquer à des gens qui sont aussi haut placés par rapport à lui dans la cour de France. Parce que bon, on parle quand même de la maîtresse du futur roi de France. Et d'un autre côté, cette affaire, ça arrangeait pas du tout le dauphin Henri, parce que ça pouvait entacher sa réputation également. Du coup, les deux parties se retrouvent un petit peu coincées parce qu'il y en a un qui ne peut pas accuser l'autre, et l'autre partie, ça peut ternir sa réputation. Et c'est là qu'entre en scène François de Vivonne, seigneur de la Châtaigneraie. François de Vivonne, c'était un proche du dauphin de France, et pour calmer un peu l'affaire, il se mit d'accord avec Henri pour porter le chapeau de l'histoire, et fit croire à tout le monde que c'était en fait lui qui avait tenu les propos diffamatoires contre le futur baron de Jarnac. Guy de Jarnac du coup repartit de plus belle et accusa le seigneur de Châtaigneraie de mensonge. Et du coup, François lui propose de régler ça à l'aide d'un duel judiciaire, et Guy du coup il accepte tout de suite parce qu'il n'a pas d'autre solution vu qu'il n'a pas de preuve de son innocence. Bon, vu que l'histoire est quand même assez compliquée et que j'ai peur de vous avoir perdu en cours de route, je vais vous faire un résumé de la situation à l'aide d'un schéma. Du coup, Guy Ier Chabot, fils du baron de Jarnac, se marie avec Louise de Pisseleu. Louise de Pisseleu est la sœur de la duchesse d'Étampes qui est elle-même maîtresse de François Ier. Du coup, Guy de Jarnac se retrouve beau-frère d'une maîtresse de François Ier. Sauf qu'un jour, Diane de Poitiers, maîtresse du dauphin de France Henri, fait tourner des ragots comme quoi Guy de Jarnac entretient une relation plus qu'intime avec sa belle-mère, la seconde femme du père de Guy de Jarnac. Tout ça dans le but d'entacher la réputation de la duchesse d'Étampes parce que les deux femmes entretiennent une rivalité très forte. Guy de Jarnac est coincé parce qu'il ne peut pas accuser de mensonge des gens aussi haut placés dans la cour de France, mais en même temps, Henri, ça l'arrange pas d'être mêlé à ce genre d'histoire. Il se met donc d'accord avec son ami François de Vivonne, seigneur de Châtaigneraie, pour porter le chapeau de l'histoire. François de Châtaigneraie dit alors que c'est lui qui a commencé à lancer cette rumeur et qu'elle est vraie, et du coup, Guy de Jarnac lui dit que c'est faux, et François, pour régler ça, lui propose un duel. Ouais, je vous l'accorde, c'est un vrai sac de nœuds cette histoire. Sauf que du coup, le roi François Ier, quand on lui parle de cette histoire, il est un petit peu comme ça. On bat les couilles, frère. Et refuse d'organiser le duel, prétextant que ce sont des commérages de femmes et que ça n'a pas lieu d'être. Du coup, Guy de Jarnac et le seigneur de Châtaigneraie, ils ont un petit peu le seum, parce que leur honneur est en jeu et rien n'atteste de qui a la vérité ou pas. Et ce status quo, il va durer plus d'1 an.
Sauf qu'un jour, tout a une fin, et le règne de François Ier ne fait pas exception à cette règle, et celui-ci meurt le 31 mars 1547. Et donc notre dauphin Henri, qui je vous le rappelle est totalement impliqué dans cette affaire, eh bien il accède au trône de France. Ni une ni deux, Guy et François ne perdent pas de temps et renouvellent leur demande auprès du nouveau roi, alors qu'il est même pas couronné en plus. C'est vous dire s'ils étaient sur les dents. Étant donné que le seigneur de Châtaigneraie c'est un proche de Henri II, et que c'est un petit peu à cause d'Henri II qu'il est mêlé à cette histoire finalement, eh bien le roi accepte d'organiser le duel et laisse aux deux combattants 30 jours pour se préparer. Enfin, Guy de Jarnac allait pouvoir tenter de laver son honneur. Sauf que le problème, c'est que le Gus d'en face là, c'est pas n'importe qui. En effet, le seigneur de Châtaigneraie était réputé pour être un excellent bretteur, auteur de plusieurs faits d'armes lors des guerres d'Italie du XVIe siècle. Il était décrit par Pierre de Bourdeuil comme grand, brave et vaillant et l'un des hommes les plus forts et talentueux de son époque, avec une musculature et une maîtrise martiale superbe, extrêmement réputé pour sa qualité de lutteur. Ah, c'est sûr que c'est pas Jol rigolo, hein. Jol rigolo? Autant vous dire que le petit Jarnac, là, il est comme ça, et il sent que c'est grave chaud pour lui, cette histoire. Le pauvre était tellement pas serein qu'il allait à la rencontre des gens et allait dans plein de monastères afin qu'on puisse prier pour son âme. Mais le petit Guy, il va quand même pas se laisser faire comme ça. Et il va faire appel à un maître d'armes italien que l'on connaît sous le nom de Capitaine Keizo, je sais pas vraiment si ça se prononce comme ça, désolé. Un excellent instructeur d'escrime, adepte des enseignements d'Achille Marozzo, l'un des maîtres d'armes italiens les plus connus aujourd'hui. Donc voilà, le petit gentilhomme met vraiment toutes les chances de son côté, et le capitaine italien, il va tout faire pour que Guy soit remonté comme une pendule le jour du duel. Nous arrivons finalement le 10 juillet 1547, le jour du fameux duel. Le combat se passe dans un parc du château de Saint-Germain-en-Laye, dans une lisse classique de l'époque, un carré de 21 m sur 36, entouré de petites barrières en bois avec du sable recouvrant le sol. Bonne partie de la cour de France est là pour assister au spectacle, et les deux combattants arrivent enfin, chacun accompagné de leurs proches. J'avais oublié de le mentionner dans ma vidéo sur les duels judiciaires, mais lors d'un duel judiciaire, c'est celui qui est accusé qui peut choisir l'équipement, que ce soit les armes et les protections. En gros, le défié arrive, prend ce qu'il veut dans tout l'équipement qui est proposé pour le duel, et le second doit prendre exactement le même équipement. Et ça, notre petit filou de Jarnac, il va profiter de cet avantage. Guy de Jarnac choisit donc de combattre à l'épée bocle, et sachant que son adversaire était un excellent lutteur, il choisit aussi de prendre une dague au cas où il soit désarmé, sachant qu'il n'avait aucune chance en combat à main nue. Pour l'équipement, il choisit de prendre un gantelet droit classique afin de protéger la main armée, un casque moiron, ainsi qu'un corselet en métal et une fine cotte de maille. Jusque-là, rien d'anormal. Mais le petit truc en plus, c'est que Jarnac, certainement sous les conseils de son instructeur, va prendre un brassard gauche. Mais pas n'importe quel brassard. Un brassard gauche totalement en métal et complètement rigide, qui fait qu'il est impossible de plier le coude, maintenant ainsi le bras qui tient la bocle tendu. On pense qu'il a fait ce choix pour deux raisons. Déjà, le bras étant constamment tendu, la bocle est beaucoup moins efficace pour se défendre, et on se doute que Jarnac, contrairement à son adversaire, s'est entraîné avec cette contrainte. La deuxième chose, c'est qu'étant donné que le seigneur de Châtaigneraie est un excellent lutteur, avoir un bras en moins l'empêchera d'attraper son adversaire ou d'être à l'aise lors d'une lutte. Les proches de François auraient alors crié au scandale, prétextant que ce n'est pas du tout une pièce d'armure normale, et qu'il est en droit de refuser de combattre avec une telle chose. Mais certainement par souci d'orgueil, l'opposant de Jarnac accepte cette contrainte, certainement sûr à 100% de sa victoire. Et là, après un passage cérémonieux avant le combat, où l'on rappelle grosso modo les tenants et les aboutissants du duel et où l'on se remet à Dieu, le duel commence. D'après les descriptions du duel, nous avons deux comportements bien distincts de part et d'autre de la liste. D'un côté, le seigneur de Châtaigneraie, très offensif et portant énormément de coups à son adversaire, et d'un autre côté, Jarnac, plutôt sur la défensive, très calme, très serein et écoute attentivement les instructions de son instructeur qui est sur le bord de la liste. Les premiers échanges provoquent de légères coupures sur les bras des deux combattants, mais aucun des deux semble vraiment dominer le combat. Un premier temps de pause se fait le temps que nos combattants soufflent un petit peu quand même, et c'est là que Jarnac va entrer dans l'histoire. À la reprise du combat, Jarnac avance vers son adversaire, feint de lui donner un coup d'épée à la tête, lève son bocle pour se protéger d'un éventuel coup de son adversaire, et par une dextérité et une rapidité très surprenante, fait passer son épée entre les jambes de son adversaire, derrière son genou gauche, et d'un rapide coup sec, entaille très profondément la jambe de son adversaire, lui sectionnant une partie de l'artère fémorale. Les combattants n'avaient semble-t-il pas de grosse protection au niveau des jambes,
et donc une entaille pouvait certainement causer de sérieux dégâts. Le seigneur de Châtaigneraie tombe alors au sol, dans l'impossibilité de continuer le combat. Bref, le roi lave l'honneur de Guy de Jarnac, tout est bien qui finit bien, mais malheureusement, le seigneur de Châtaigneraie décédera de ses blessures le lendemain du combat. Et c'est ainsi que le terme coup de Jarnac fut né, désignant en escrime tout coup d'épée porté à l'arrière du genou ou de la cuisse. Mais dans la culture populaire, le terme coup de Jarnac désigne plutôt un coup violent et aux connotations déloyales. Bon après, il faut rendre à César ce qui est à César, et ce n'est certainement pas Jarnac qui a inventé cette botte secrète, mais plutôt son instructeur italien, Capitaine Kaizo, voire pourquoi pas même Achille Marozzo, sait-on jamais. Et en plus, la victoire a d'autant plus fait parler d'elle que, pour tout le monde, elle semblait gagner d'avance pour le seigneur de Châtaigneraie, et qu'elle a été extrêmement soudaine et rapide. Enfin bref, vous vous rendez compte quand même qu'à la base, l'histoire partait de simples commérages et histoires de jalousie au sein de la cour de France, et qu'au final, y a quand même une personne qui est morte à cause de ça. Quand on y réfléchit un petit peu, c'est quand même assez triste. En tout cas, ce fut là le dernier duel judiciaire de l'histoire de France, car ils furent interdits par la suite totalement dans le royaume de France. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite histoire vous aura plu. Personnellement, j'ai vraiment apprécié raconter cette histoire qui pour moi est totalement folle et digne d'un film hollywoodien. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux et à faire une page sur mon YouTube si vous voulez me soutenir financièrement. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle entrée en lice.